Bonjour et bienvenue en direct sur le plateau de Morandini Live, l'émission de débat sans concession et d'infos sans langue de bois qu'il ne faut pas manquer chaque jour sur CNews. Voici le sommaire du numéro 895 de ce mardi 23 novembre. Et à la une, les menaces contre notre émission de demain que nous allons réaliser en direct de la Guillotière à Lyon. Je vais en effet emmener Jordan Bardella, le patron du Rassemblement national, sur place dans ce quartier sensible. Et depuis hier soir, les menaces nous concernant et le concernant circulent sur les réseaux sociaux. On peut voir également des appels d'un groupe d'extrême gauche, Antifa, à nous empêcher de rentrer dans le quartier. Nous irons en direct à Lyon dans un instant pour savoir qui sont ces gens qui veulent nous empêcher de faire cette émission dans un quartier en souffrance. Situé à 10 minutes à pied de la place Bellecour, le quartier de la Guillotière est gangréné par la délinquance. Une violence quotidienne dans les commerces de la place et des alentours. Quand vous avez une zone qui est envahie de trafic en tout genre, de vendeurs à la sauvette, d'un marché sauvage qui se répète plusieurs fois dans la journée, voilà, vous comprenez bien que le cadre il n'est pas idyllique. Comme sur ces images où les agents de sécurité de ce supermarché casino essuient des jets de projectiles. Face à cette insécurité grandissante, la direction du magasin a décidé de fermer ses portes à 17h au lieu de 19h. Le restaurant McDonald's, quant à lui, stoppe la vente sur place dès 15h. Le préfet de Lyon aurait assuré à ces deux commerces que des effectifs de policiers supplémentaires arriveraient très prochainement. Voilà, et bien sûr, malgré les menaces, nous ferons cette émission demain en direct de Lyon, en direct de la Guillotière. On y revient dans un instant. La Guadeloupe va-t-elle sombrer dans le chaos? En direct ce matin et en exclusivité dans Morandini Live, l'appel au calme de Babette de Rosières. La chef est née, vous le savez, à Pointe-à-Pitre et elle veut exprimer sa tristesse face à la situation sur place et lancer un appel au calme. Il faut dire que sur place, la situation est inquiétante, comme on l'a vu hier soir sur France 2. Dès l'aube ce matin, de nouvelles barricades s'enflamment. La colère est loin de s'éteindre ici en Guadeloupe. Sur la route de Sainte-Rose, à l'ouest de l'île, ce barrage tient depuis 6 jours. Aucun véhicule ne passe, même pas ceux des secours. Pour emmener cette patiente à l'hôpital, les pompiers doivent traverser à pied, au milieu des débris, jusqu'à une autre ambulance qui prend le relais de l'autre côté. Personne ne passe. Peut-être à pied, voilà. Mais c'est ça, quand c'est bloqué, c'est bloqué. C'est la seule solution qu'on a. C'est la seule alternative qu'on nous laisse. Ceux qui tiennent cette barricade jour et nuit sont des habitants des environs, dont certains en situation précaire. Voilà, il appelle au calme de Babette de Rosières, ce sera en direct dans un instant. Mais il faut dire qu'en Guadeloupe, le problème n'est pas lié seulement au pass sanitaire, comme l'a expliqué hier soir TF1. Toute l'administration de l'île est remise en cause par les manifestants. Coupure d'eau, problème d'électricité, augmentation aux charges, etc. Nous voulons un mouvement d'ampleur et un mouvement qui oblige l'État à s'asseoir à une table, non pas pour parler, mais pour négocier. Pour eux, la vie est devenue trop chère. Un des symboles, cette bouteille de gaz. Ici, elle se vend 28,90 €, 10 € d'augmentation sur les 2 dernières années. C'est tous les mois il faut acheter une bouteille de gaz. Donc c'est vrai que c'est un coût au niveau du porte-monnaie. Le prix des produits alimentaires, souvent importés, est également bien supérieur à celui de métropole. Ce beurre, vendu 2,40 €, en vaut 1,79 € dans l'Hexagone. Le coût global de la vie est plus élevé de 12,5% selon l'INSEE. Et de l'avis de tout le monde, les salaires ne suivent pas. Dans l'actualité également, Jean Castex positif au Covid. Et ce ne sont pas moins de 10 ministres français qui sont cas contact, en quarantaine et qui vont devoir se faire tester. Jean Castex, vous le savez, est doublement vacciné. Mais on le sait aussi, le vaccin n'empêche pas d'avoir le Covid. Alors depuis hier soir, cette séquence tournée il y a 10 jours refait surface. Vous vous en souvenez, on vous l'avait montré déjà dans Morandini Live. Jean Castex sans masque, ne respectant pas les gestes barrières, contrairement aux consignes qu'il donne lui-même aux Français. Alors quand on voit ça, on se dit comment en vouloir aux Français et faire des reproches, car nous aussi, on se lâche comme lui. Du gel hydroalcoolique ignoré, un port du masque recommandé en extérieur s'il y a foule, mais peu porté. Dans ces artères commerçantes de Paris, les gestes barrières, c'est un peu à la carte. Je ne le porte pas parce que là, je vois pas trop de vieilles personnes. Il y a du monde comme ça, je trouve que c'est plus prudent. Chez ce buraliste, 1000 clients défilent quotidiennement, globalement respectueux des gestes barrières,
malgré quelques oublis. Le masque, s'il vous plaît. Et pendant ce temps, le nombre de personnes contaminées s'envole en France, comme on l'a vu hier soir sur France 3, et c'est ce qu'on appelle la 5e vague. Depuis plusieurs semaines, les indicateurs remontent. Le taux d'incidence dépasse même le seuil d'alerte dans presque tous les départements. La courbe des contaminations est exponentielle. Plus de 16 000 cas positifs en moyenne par jour, c'est 4 fois plus qu'il y a un mois. Les admissions en réanimation augmentent elles aussi, mais plus lentement. Quant aux décès, ils restent 2 fois moins importants qu'à la rentrée, 46 hier. Pour le moment, prévient cet épidémiologiste. Et puis dans l'actualité également, les 12 dernières minutes, le 25 septembre 2018, Jean-Pierre Pernaut avait annoncé avoir un cancer de la prostate. Hier, le présentateur vedette de TF1 a annoncé qu'il était 7 fois touché par un cancer du poumon. Et oui, il y a eu une fuite annonçant dans les médias que je souffrais d'un cancer du poumon. C'est vrai, j'ai appris cette maladie au mois de mai dernier. J'ai subi une première opération début juillet, un traitement qui continue depuis quelques semaines. J'attendais un petit peu pour en parler. Et Nathalie Marquet-Pernaut, la femme de Jean-Pierre, sera en direct avec nous dans les 12 dernières minutes. Et j'ai également demandé au professeur Kayat de venir nous éclairer sur ce cancer du poumon. Tout de suite, les audiences, les tops et les flops d'hier soir. C'est avec Mister Audience, alias Yannick Vinel. Il y avait du monde hier en Access. France 2, TF1 et France 3 sont toutes les trois au-dessus des 3 millions de téléspectateurs. Objectif Top Chef sur M6 fonctionne toujours aussi bien avec pratiquement 1 700 000 personnes. À 20h, c'est très serré entre Quotidien et Touche pas à mon poste. Seulement 127 000 téléspectateurs d'écart entre les deux programmes. C'est à vous la suite, toujours en forme avec plus de 800 000 téléspectateurs au rendez-vous. Les Marseillais de W9 dans leur moyenne. En prime, c'est M6 qui est arrivé largement en tête hier, plus de 4 500 000 téléspectateurs pour L'amour est dans le pré. L'art du crime sur France 2 a rassemblé 3 878 000 téléspectateurs. Déception pour le téléfilm de TF1 Service volé qui est 3e sous les 3 millions. Secret d'histoire faible sur France 3. Mister Audience vous dit à demain. Allez, je vous présente mes invités d'aujourd'hui. Maître Pierre Gentillet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Prisca Thévenot, bonjour. Porte-parole de La République En Marche. Aurélien Lecoq, bonjour. Bonjour. Orateur national de la France Insoumise. Et dans un instant, Ludovic Toro nous rejoindra, médecin généraliste et maire UDI de Coubron. Pour commencer cette interview, je voulais qu'on commence avec les menaces qu'on reçoit depuis hier. Hier après-midi, nous avons en effet annoncé que demain, on allait réaliser une émission face à la rue, cette fois avec Jordan Bardella, et qu'on irait à Lyon, dans ce fameux quartier de la Guillotière qui fait tant parler. Ça a déclenché pas mal de menaces de gens qui affirment clairement qu'ils veulent nous empêcher de rentrer dans ce quartier. C'est le cas en particulier du groupe Antifa de Lyon qui appelle à manifester. On a également vu il y a quelques instants les Dalton, cette fois, qui ont annoncé qu'ils voulaient intervenir. On va essayer de ramener nos fraises, disent-ils. Vous le voyez, c'est écrit en noir en bas pendant cette émission. Donc ça s'annonce un petit peu agité visiblement. On part tout de suite en direct à Lyon où nous attend Julien d'Amboise qui est journaliste pour Lyon Mag. Bonjour Julien, merci d'être en direct avec nous. C'est vous qui nous avez alerté sur ces messages qui circulaient concernant notre émission. Ce groupe Antifa Lyon, est-ce que vous pouvez nous dire de qui il s'agit et qui sont ces gens ? Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. Alors le groupe Antifa qui est nommé GAL pour groupe antifasciste Lyon et environ, il avait été créé en 2013, c'était quand les nationalistes et identitaires prenaient de plus en plus de place dans Lyon avec des actions coup de poing. La GAL, elle est composée, semble-t-il, d'un noyau dur d'une 30aine de personnes, peut-être un peu plus. Les deux axes principaux de revendication de ce groupe, c'est d'abord la lutte contre le racisme, ensuite la lutte contre les violences policières, et s'ajoutent également des autres revendications un peu plus annexes, notamment la préservation dans son jus dans un quartier qui va plutôt mal, celui de la Guillotière. Un collectif pour la défense du quartier avait même été créé pour vraiment laisser tel qu'il est ce quartier, et comme quoi il ressemblait il y a 2 semaines encore, avant qu'on en parle au niveau national. C'est-à-dire, pour bien comprendre ce que vous êtes en train de me dire, ils voulaient que le quartier ne bouge pas, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'arrivée de forces de l'ordre dans le quartier, c'est ça ? Tout à fait. Et ils sont contre le tout répressif et ils demandent à ce qu'il y ait vraiment un aspect social dans la lutte contre la criminalité, la lutte contre toutes ces délinquances.
Alors, reste qu'aujourd'hui, la situation, elle est quand même assez différente. Hier encore, on était dans le quartier de la Guillotière. Tout est sécurisé, justement grâce à l'arrivée de nombreux CRS. Ouais, une arrivée qui était réclamée d'ailleurs par de nombreux riverains et de nombreux commerçants justement qui ne pouvaient plus travailler jusque-là. Est-ce que ces gens qui nous menacent, là, ces fameux Antifa, est-ce que c'est des gens qui sont violents, qui sont connus de la police ? Alors, ils sont connus, oui, de la police et de la justice pour certains d'entre eux. Il y a encore 20 jours, il y a eu la condamnation de 7 hommes de 21 à 55 ans qui étaient suspectés d'avoir réalisé des violences contre le groupe catholique Civitas. C'était ces violences lors d'une manifestation anti-pass sanitaire en août dernier dans Lyon qui avait complètement dégénéré. La GAL avait justement revendiqué ces actions violentes alors que les hommes à la barre avaient eux nié leur appartenance au groupe. Alors il y en a plusieurs qui ont été reconnus coupables. 4 avaient reconnu à la barre avoir porté des coups. Il y en a plusieurs qui ont donc été condamnés à des amendes de 300 €. Les autres ont écopé d'1 mois de prison avec sursis. En fait, c'est surtout les bagarres avec l'extrême droite qui sont plutôt fréquentes entre la GAL et l'extrême droite. Une fois, ce sont les membres de la GAL qui vont chercher les nationalistes dans le quartier du Vieux-Lyon, comme en août 2020. Le lendemain, ce sont les identitaires qui vont faire des guet-apens contre les membres de la GAL. Et à chaque fois, tout est mis sur les réseaux sociaux. La GAL, on le rappelle, ça veut dire groupe Antifa Lyon, parce que ça fait un peu bizarre énoncé comme ça. Dernière question, certains dénoncent également une surmédiatisation de ce quartier de la Guillotière, vous qui êtes de là-bas, qui êtes sur place. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que moi, j'ai un peu le sentiment aussi que c'est la médiatisation qui a fait bouger les choses sur place. Tout à fait. Depuis 15 jours, on n'a jamais vu autant de présence policière sur le terrain à la Guillotière. 15 jours depuis le début du scandale du casino et du McDonald's, les 2 commerces devant fermer plus tôt à cause de l'insécurité. C'est eux qui le disent directement. Suite à ça, la police a beaucoup réagi, la préfecture également, en envoyant beaucoup de forces de l'ordre sur place pour changer complètement de visage ce quartier la Guillotière, notamment la place Gabriel Péry. Après, il y en a donc qui disent effectivement que c'est devenu un cirque médiatique, mais la vraie question, c'est de savoir pourquoi cette place est devenue avant tout un espace médiatique. Il y a sûrement des choses qui n'ont pas été faites en amont. Effectivement. Merci beaucoup, Julien d'Amboise. Merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes journaliste à IANMAC. Je voudrais qu'on regarde 2 phrases qui sont parmi celles qui circulent sur les réseaux sociaux depuis hier. Il y a cet appel à la mobilisation contre notre venue. Venez empêcher en masse la venue de CNews et du Rassemblement national. Ils ne rentreront pas à la Guillotière, affirme Antifa. Et puis, il y a un deuxième message que je voulais vous montrer. La préfecture utilise nos lieux de vie comme propagande politique. Elle en assumera les conséquences. Voilà ce que dit ce groupe Antifa Lyon. Maître Pierre Gentillet, vous êtes avocat. Comment vous réagissez quand vous voyez ce type de menace où là, carrément, on nous dit, vous, chaîne de télé, vous n'allez pas rentrer dans ce quartier ? Écoutez, c'est assez aberrant. Ensuite, ça fait que confirmer. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en voulant s'opposer à votre venue et à la venue de Jordan Bardella, ils ne font en fait que confirmer ce qu'une partie de la droite dénonce, c'est-à-dire que le fait qu'il y a des quartiers qui sont en sécession de la République ou plus simplement en sécession de la France. On voit bien qu'ils ont leur ordre et qu'ils veulent maintenir leur ordre. Ensuite, pour le cas particulier des Antifas, j'ai envie de dire, on découvre la Lune. Ça fait des années que ces groupements ultra-violents continuent leurs agissements. Ils ont encore continué ce week-end en s'en prenant à un collectif féministe, Némésis, notamment pour ne pas le citer, pendant une manifestation, Nous Toutes, qui manifestaient pacifiquement avec leurs pancartes. C'est l'inverse. Non, vous n'avez pas vu la vidéo en entier, je crois. Ce sont vos amis qui se sont attaqués à ces jeunes femmes, et en particulier aux gens qui protégeaient, cette pancarte. Oui. Donc vous êtes très un mal groupuscule informé, cher d'extrême monsieur. droite. Non, Vous êtes en train de défendre des gens qui sont ultra-violents. Vous êtes en train de défendre des gens qui sont ultra-violents. Voilà. Ensuite, sur ce groupement-là, en réalité, le problème de ces groupements, si vous voulez, juridiquement, c'est que souvent, ils fonctionnent par des groupements de faits. Ce ne sont pas toujours des associations déclarées. Mais pour autant, il existe des outils juridiques. Je vous rappelle que la dissolution d'associations, qui est beaucoup utilisée ces derniers temps, notamment par le ministre Darmanin, peut être utilisée tant pour des associations qui sont légalement déclarées, et il y en a sans doute, et c'est aussi utilisable contre des groupements de fait. Donc il est possible de fermer les comptes bancaires, il est aussi possible, pourquoi pas, de saisir, ici je voyais que c'était un groupe Facebook, pourquoi est-ce que l'État ne saisit pas Facebook pour fermer
typiquement ces comptes, Facebook, Twitter. Donc Ils en il y a des ouvriront actions. un autre dans leur qui suit. Hein, Oui, mais encore une fois, retirons-leur des outils. Ces mouvements sont ultra violents, je le rappelle. Mais là, par exemple, le dernier message que je montrais, il menaçait carrément la préfecture en disant « vous assumerez les conséquences de ce qui peut se passer demain ». Bien sûr. C'est surréaliste quand même de dire ça. En principe, moi je pense que la préfecture va réagir. Je ne vois pas comment est-ce qu'on ne pourrait pas réagir après ça. Aurélien Lecoq, vous vouliez réagir à ce que disait Maître Gentillet? Oui, je voulais réagir sur ce qui était dit. D'une part, moi je suis pour une action politique non violente. Je peux être en désaccord parfois avec CNews, je peux être en désaccord sur certaines émissions que vous menez, mais je suis pour une action politique non violente, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Par contre, je trouve ça absolument incroyable que sur votre plateau, on se permette de faire l'inverse, c'est-à-dire défendre un groupe qui, pour le coup, a été particulièrement violent lors de la manifestation féministe de ce week-end, puisqu'ils sont arrivés avec un service d'ordre, armés de ceinturons, qui ont directement attaqué les manifestantes. Oui, je me rends compte de ce que je dis. Les vidéos entières ont démontré que c'est l'inverse. Ce sont vos amis qui se sont attaqués à ces femmes. Attendez, de quoi vous parlez? Aujourd'hui, on avait ce week-end une manifestation. Non, moi, mes amis, celles et ceux que je défends, et celles aux côtés desquels j'étais ce week-end en manifestation, c'est les collectifs Nous Toutes, qui ne demandaient rien d'autre que cessent les violences sexistes et sexuelles et de l'argent mis par l'État pour que les associations puissent faire leur travail. Alors que cette manifestation se déroulait, comme c'est le cas de la quasi-totalité des manifestations, dans le calme, qui était une manifestation revendicative, mais plutôt joyeuse. On a effectivement un groupe d'extrême droite qui est venu perturber la manifestation et qui a fini par se saisir même de mobilier urbain pour taper sur les manifestants. Mais juste, Aurélien, attendez. Non, mais juste est-ce que vous condamnez ces violences? Mais quelle violence? Les violences antifa, les menaces de mort. Maître Pierre Gentillet dit les antifas, c'est vos amis. C'est ce que vous avez dit. Est-ce que vous les condamnez? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous les condamnez? Bon, je crois que vous connaissez pas bien le fonctionnement de la gauche. Vous condamnez ces menaces? Moi, je toujours dit. Là, en l'occurrence, il n'y a pas eu de violence, donc arrêtons de. Non, mais est-ce que les antifas, c'est vos amis ou pas, comme le dit Maître, ou il dit des bêtises? L'antifascisme, le fait de la lutte frontale contre l'extrême droite, c'est quelque chose qui doit être défendu. Mais même violente. Je vais toujours condamner toutes les actions politiques violentes. Je l'ai fait sur ce plateau à de maintes reprises. Je ne suis pas un militant politique violent. Donc vous ne soutenez pas les antifas? Vous soutenez pas les antifas? Je ne soutiens pas l'action violente. Des antifas? Je ne soutiens pas l'action violente, qu'elle soit celle des antifascistes. Donc vous condamnez cet appel à la violence. L'ensemble des antifascistes ne sont pas violents. Et je peux comprendre qu'il peut y avoir de l'émoi quand on ramène Jordan Bardella dans un quartier où justement il y a toujours un meilleur une action. C'est ça le problème. Attendez, laissez-moi finir. Dans ce quartier de la Guillotière, est-ce que vous savez, Monsieur Morandini, que le 7 mars dernier, il y a un groupuscule d'extrême droite qui est descendu pour mener une action violente Contre qui? Contre certains commerces. Contre les commerces. Oui, tout à fait. Ils se sont attaqués aux commerces. Ils se sont attaqués aux commerces. Ah bon. Eh bien, je vous en prie, vous pouvez regarder. Je crois même que c'était dans le MAC Lyon. Au commerce de quoi? Au commerce de shit, vous voulez dire? Ah non, pas du tout. Au commerce de la drogue? Vous êtes en train de défendre l'extrême droite là? Non, je vous demande. À des commerces, à des coiffeurs afro devant lesquels ils sont venus faire des cris de singe. Il y a même l'association que vous interrogiez la dernière fois qui a communiqué sur le sujet des citoyens de la Guillotière en colère, qui ont dit que les habitants avaient peur, que des vitrines avaient été cassées, que certains ont peur de l'extrême droite dans le quartier. Oui, ils ont peur aussi de l'extrême droite. Je ne nie pas le problème. Il y a un problème effectivement de sécurité. On verra ça demain, mais il ne faut pas croire que l'extrême droite à Lyon est une extrême droite paisible. Elle est coupable de plus de 10 agressions. Mais on vous parle des menaces de l'antifa contre l'émission de demain. Vous arrivez sur l'extrême droite. Parce que je pense que effectivement, ceux qui sont violents dans ce pays, c'est d'abord l'extrême droite et c'est pas ceux qui luttent contre l'extrême droite. Alors, ailleurs, le groupe de la Gale, je les défends pas, je les connais pas. Je sais pas Prisca Thévenot. Enfin, c'est quand même 5 minutes pour venir justifier finalement des actions violentes. Je finis non, par contre là, on va faire très calme. Je vais parler, puis après vous me répondrez. En fait, on a quand même eu 5 minutes où ça aurait pu être réglé en 30 secondes. C'est oui, nous condamnons toute forme de violence. Point. Et d'ailleurs, sur le sujet qui nous occupe ce matin, moi, j'affirme et je réaffirme tout mon soutien par rapport à l'émission que vous allez mener demain. C'est extrêmement important. Et moi, ce que je vois là, c'est que quelque part, vous allez mettre des vidéos là où la municipalité, disons clairement, a du mal à mettre de la vidéosurveillance. Donc, ça met la lumière sur ce qui est fait. Ça met effectivement les projecteurs sur ce qui est fait. Donc, oui, ça dérange. Maintenant, ce que j'aimerais rappeler, c'est que vous parliez des habitants, des commerçants de ce quartier. Leur première inquiétude et leur premier combat, c'est bien évidemment pacifique, c'est de
de lutter contre ces trafiquants qui pourrissent leur vie, contre ces délinquants qui s'en prennent à nos commerces. Rappelez-vous, il y a une semaine ou deux, nous parlions justement de ces commerçants qui sont obligés de fermer plus tôt, de ce fast-food qui est obligé de faire de la Et c'est pour ça qu'on a décidé d'aller sur place pour voir ce qui se passe. Peu importe qui est l'invité de demain, je le dis très clairement, il n'y a pas à avoir peur d'y aller et il n'y a pas de menace à recevoir parce qu'en plus ça va plus loin. Quand ils disent qu'ils vont voir les conséquences pour la préfecture, là c'est l'État qui le menace. Exactement. C'est pour ça que j'ai sorti cette phrase. La préfecture utilise nos lieux de vie comme propagande politique. Elle en assumera les conséquences. C'est inadmissible. C'est absolument inadmissible. C'est encore le même principe. Excusez-moi Jean-Marc, mais c'est un peu se servir de prétexte de l'émission pour rappeler qu'en fait ils sont sur leur territoire, dans leur quartier, et qu'ils veulent contrôler tout ce qui s'y passe. Eh ben non, ça ne marche pas. Et Julien d'Amboise qui tout à l'heure nous disait que ce groupe Antifa était contre la venue des policiers. Il trouvait que les policiers c'était pas bien, leur présence dans leur quartier était négatif parce qu'ils n'avaient pas à venir là. Aurélien. Je rappelle que moi je suis pour la présence des policiers et que pour qu'il y ait une police de proximité qui agisse et que je condamne toute forme de violence, à commencer évidemment par les violences que subissent les gens de ce quartier. Mais je l'ai dit la dernière fois. Mais je dis aussi, parce qu'il y a un moment, il faut aussi pouvoir en parler, qu'il y a une attitude... Parce qu'on peut parler de plusieurs choses. On peut parler de plusieurs choses. Est-ce que vous trouvez bien que Jordan Bardella aille faire de la récupération sur cette affaire ? Mais pourquoi la récupération ? Déjà, c'est moi qui l'invite. C'est pas la récupération, c'est... Très clair. Je pense que c'est pas un secret. Je combats les propos et je combat et je combat. Arrêtez de vous poser des questions et écoutez mon propos. Ça va être très simple. Moi, je me suis engagée pour combattre les projets de société d'extrême droite, d'où qu'ils viennent, parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs extrêmes droites. Mais maintenant, empêcher une personnalité politique de se déplacer, je trouve ça inadmissible. Demain, vous seriez vent debout si on interdisait ou on empêchait Jean-Luc Mélenchon d'aller présenter son petit livre. On est d'accord, mais par ailleurs, je ne sais pas s'il sera empêché physiquement, mais c'est la menace. C'est la menace qui nous est faite que l'émission sera empêchée physiquement. Ce n'est pas acceptable. Après, la manifestation, mais je pense pas, franchement, ce groupe-là, je le connais pas et je pense que c'est pas des amis à moi, très honnêtement. Mais par ailleurs, le fait que l'extrême droite passe son temps à récupérer. Mais pourquoi vous mettez le problème, c'est que quand vous mettez un mais à chaque fois, il récupère pas l'extrême droite. Si Jean-Luc Mélenchon, si Jean-Luc Mélenchon avait eu le courage de venir avec nous, il aurait été là demain. Excusez-moi, mais non, mais c'est pas facile. Mais vous dites que vous ramenez Bardella. Vous dites que vous ramenez Bardella, mais Mélenchon n'ose pas venir. Les drames de notre pays, ils passent leur temps à faire ça. Vous êtes les premiers. Vous êtes une hypocrisie. Ils nous l'ont fait la dernière fois. Vous êtes une hypocrisie. Arrêtez de défendre Jordan Bardella, c'est incroyable, c'est la République en marche normalement. Elle défend la liberté. Le débat politique et la liberté pas Bardella. de pouvoir circuler dans ce pays, monsieur. Ça vous fait mal. Mais non, je suis d'accord avec vous. Arrêtez, attendez. Quand vous parlez de récupération médiatique, ce n'est pas ce que j'ai dit. Allez-y. Quand vous parlez de récupération médiatique, qui a été le premier à galoper sur les chaînes télévision pour aller faire un débat avec Éric Zemmour ? Mais ça n'a rien à voir. C'est l'affrontement sur le terrain des idées. Non mais attendez, on peut pas dire tout et n'importe quoi. Le fait que Jordan Bardella, aille au milieu d'un quartier où il ne va rien faire, où il ne sert à rien, ou peut-être plus il va gêner les services. On va voir la réalité. Les services de police qu'autre chose. Et où ils vont nous faire comme sur ce plateau-là. Vous voulez pas plutôt. Mais bien sûr que je veux la voir. J'en ai parlé. Je vous ai même donné des solutions. Mais pourquoi Mélenchon il vient pas ? Le Rassemblement national va avoir qu'un seul discours, c'est qu'ils vont nous réexpliquer que c'est le problème de l'immigration, sans jamais s'attaquer au problème de sécurité de fond et en faisant tout simplement de l'agitation. Pour ce qui est de Jean-Luc Mélenchon, oui, le fait d'aller débattre avec Éric Zemmour, ce n'est pas récupérer une situation, c'est faire front idée contre idée et c'est ce qu'il faut continuer à faire. Ludovic Toro, parce que vous êtes arrivé en cours de route, ces menaces des Antifa de Lyon contre notre émission de demain qui veulent nous empêcher de la faire. Vous n'entrerez pas dans le quartier, disent-ils. Comment vous réagissez à ça ? On marche sur la tête. C'est bien liberté, égalité, fraternité. Quel est ce pays où on pourrait juger de ceux qui peuvent parler ou pas parler ? On est dans un pays où tout le monde doit parler. Et plus vous empêcherez de parler les gens, et plus ils grossiront parce qu'on dira qu'on veut masquer quelque chose. Nom de Dieu, battons-nous tous ici pour la liberté d'expression, la liberté de penser. Qui sommes-nous pour juger que celui-là ne peut pas parler ? Ça existe tout, ça. Alors il y aurait des juges. Toi, tu pourras parler parce que tu n'as pas dit comme moi. Je suis désolé. Je suis vraiment pas du tout d'extrême droite. Je suis du centre droit, c'est clair et net. Mais pour moi, la liberté d'expression est ce qui me fait marcher tous les jours. Je peux m'affronter face à certains, face à ma collègue en face, mais j'aurai toujours respect pour sa liberté d'expression. Et je pourrai la combattre sur ses propos. Si vous empêchez les gens de parler, les gens empêchez d'aller sur un territoire français. C'est ce qu'on critique tous les jours.
Les territoires de non-droit. Maintenant, il y aura un territoire de non-droit où on va choisir celui qui va ou celui qui va pas. Excusez-moi, c'est pas ma conception de la France ni de la République. Pierre Gentil. Moi, je voudrais juste dire un mot. Je voudrais juste qu'on mette des mots sur les mots et qu'on arrête de relativiser en permanence. J'entends le discours de monsieur qui dit je condamne autant ces mouvements extrémistes, d'où qu'ils viennent, d'extrême gauche ou d'extrême droite. Moi, ce que je remarque, c'est que depuis le début de cette campagne, les meetings, les personnes qu'on veut empêcher de parler, ce sont systématiquement des personnes qui ici sont plutôt à droite. Je n'ai jamais vu une manifestation d'extrême droite devant un meeting de Jean-Luc Mélenchon où si Jean-Luc Mélenchon était intervenu dans un quartier, je ne pense pas qu'il y ait eu des menaces de quelque nature que ce soit d'un groupement de droite. Donc ce sont en permanence des mouvements d'extrême gauche, des violences d'extrême gauche qui perturbent la société, qui empêchent le débat et qui sont les ennemis les plus mortels de la liberté d'expression. Donc vis-à-vis de ces mouvements-là, il faut une tolérance zéro. Il faut dissoudre ces mouvements, fermer leur compte bancaire, fermer leur compte Facebook et faire en sorte que la préfecture fasse régner la loi dans ces quartiers et vous protège demain. Vous vouliez réagir, Aurélien Coste. Attendez, je veux dire une chose, c'est que bien évidemment, les Insoumis sont invités demain dans l'émission. Les Verts et la mairie de Lyon est invitée. La mairie qui nous a déjà fait savoir qu'ils ne viendraient pas, parce que je pense que ça les gêne ce qu'on va voir et ce qu'on va voir sur le terrain. Voilà, donc tout le monde est invité, comme on le fait à chaque fois dans cette émission. Et même si celle de Zemmour a beaucoup fait parler, il y avait tout le monde qui était invité dans cette émission et tous les avis ont pu s'exprimer. C'est aussi ça le principe. Mais allez-y, vous vouliez répondre à Maître Gentil. Oui, je voulais simplement dire que c'est facile de nous faire croire qu'Éric Zemmour est la pauvre victime en France et qu'il ne peut pas s'exprimer alors qu'il est sur tous les plateaux à longueur de temps. Vous dites que Jean-Luc Mélenchon n'a jamais eu de problème, mais je vous rappelle que Jean-Luc Mélenchon a fait l'objet de plusieurs menaces de mort et même de la préparation d'un attentat, que ça s'est fini en justice. Avec Zemmour aussi je voudrais également vous rappeler, puisque on a l'impression avec vous qu'il n'y a pas d'extrême droite en France et qu'elle n'est pas violente, qu'à Lyon, c'est plus de 10 cas, 10 agressions qui sont recensées depuis le début de l'année. Le 29 septembre, une attaque au cutter. Le 30 septembre, des bagarres et des attaques en marge de groupuscules d'extrême droite. Voilà. Parce qu'à Lyon, ils sont très nombreux et que ça fait partie de leur bastion. Et qu'il faut aussi le dénoncer, qu'il faut aussi lutter contre ces groupuscules d'extrême droite. C'est incomparable. Et d'ailleurs, ça fait aussi partie des choses que Gérald Darmanin doit prendre en charge et prononcer des dissolutions. Il l'a fait avec Génération Identitaire. Et c'est une décision que l'on demandait, que l'on a appuyée. Et il devrait le faire avec les Antifas de Lyon. Et il devrait le faire avec les Antifas de Lyon. Il faut qu'il le fasse avec les associations qui répondent aux critères. Est-ce que vous pouvez dire le mot Antifa ? Je sais pas. Vous pouvez pas le dire. Si je peux dire que vous êtes pour la dissolution. Je ne dirais pas je suis pour la dissolution des groupes antifascistes. Parce que l'antifascisme... De ceux-là qui menacent la préfecture, vous justifiez ce qui se passe. De ceux-là qui menacent la préfecture. Ils sont constitués en association, je ne sais même pas qui sont ces gens. C'est marqué dessus, groupe antifa, il faut quoi pour lire ? C'est incroyable. Allez, on va avancer, on va parler de la Guadeloupe. Et bien sûr, on ira demain. Voilà, c'est une évidence, donc je ne l'ai pas dit, mais bien évidemment, on sera à Lyon en direct demain à partir de 10h35, quoi qu'il arrive. La Guadeloupe s'embrase, reportage, et on y revient dans un instant. Nous sommes sur le rond-point de Perrin aux Abîmes, un point central en Guadeloupe qui dessert une bonne partie de l'archipel. La circulation dense habituelle fait place ici depuis 5 jours à un espace totalement désert, jonché de détritus qui bloquent le passage totalement, malgré la présence d'une importante caserne de pompiers à 2 pas d'ici. Cet endroit est à l'image de toute la Guadeloupe, en situation de blocage extrême selon les récents propos du directeur des routes. Conséquence, les écoles sont fermées ce lundi. Seuls quelques barrages ouverts permettent à la population de se réapprovisionner. Une population qui préfère souvent rester chez elle face aux bandes organisées qui contrôlent toujours ces points de blocage. Le spectre des 44 jours de blocage en 2009 en Guadeloupe est aujourd'hui dans toutes les têtes. Voilà, Marius Mathieu sur place, correspondant de CNews en Guadeloupe, Ludovic Toro. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Vous l'avez vu, c'est la révolte, mais qui va bien au-delà de la problématique de la Covid. Ça, c'est une chose certaine. Je veux dire, avec un taux de chômage qui est énorme, d'ailleurs, qui n'a pas évolué depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Il est toujours le même. Et surtout, il a augmenté chez les jeunes. On est pratiquement 1 jeune sur 2 de 17 à 24 ans qui est au chômage. Donc, c'est décorrélé des problèmes sanitaires. Il y a des problèmes sanitaires. C'est toujours quelque chose qui fait un départ. Rappelez-vous, les gilets jaunes, c'était l'essence. Et après, ça a grossi. C'est un peu pareil ici. N'oublions pas aussi le problème d'eau. Je veux dire, c'est magistral. 60% de l'eau des robinets part parce que tout simplement, toutes les canalisations sont mortes. Il y a plein de choses, des problématiques qu'il y a sur place. Et je suis désolé de le dire sans attaquer ma collègue, mais quand j'apprends que Sébastien Lecornu partira peut-être ou ne devait pas partir et qu'il s'occupe de la campagne d'Emmanuel Macron, et vous le savez très bien, puisqu'il s'est mis la tête d'une association, je lui dis, monsieur Lecornu, allez vite là-bas. Ils attendent votre visite, c'est symbolique. Le ministre d'Outre-mer doit aller là-bas. Je suis désolé, quand on est ministre, on va sur place, on ne dit pas qu'on va... Mais il est où là ?
Alors là, je sais qu'il a préparé les signatures pour les 600 maires qui soutiennent. Faire de la politique. Mais c'est pas de la politique, Madame Porte. Attendez, vous êtes ministre de l'Outre-mer. Il a fait quoi hier, par exemple? Pardon? Où était Sébastien Lecornu hier soir, par exemple? Moi, je sais qu'il n'est pas là-bas. Où était-il? Avec qui était-il la semaine dernière? Je vais vous répondre. Où était-il en août? Il était justement je vais vous répondre. Il a créé la tête d'association. Non, je vais répondre. Mais de quoi vous parlez? On parle des Guadeloupéens, laissez-moi finir. Oui, mais non, je ne fais pas la politique. Je dis que quand vous êtes ministre des Outre-mer, vous allez Outre-mer. Les ultramarins, mais justement, il n'y est pas sur le territoire. Ça fait une semaine que ça dure. Attendez. Où sont les élus? Où étaient les élus justement de la Guadeloupe hier? Non, mais ils étaient sur le territoire, ils étaient là. Je vous parle du ministre des Outre-mer qui n'a qu'une chose à faire, de s'occuper des Outre-mer. Aujourd'hui, la Guadeloupe flambe, la Martinique, c'est contagieux. Allez-y, s'il vous plaît. Il ne va pas aller en tongs et en cravate là-bas juste pour dire j'ai été. Il agit ici parce que les élus étaient là. Mais il va sur place, c'est un signe de reconnaissance de la problématique. Mais je veux bien. Bon, excusez-moi, quand il y a un problème à Marseille, Emmanuel Macron, il va. Exactement. Attendez. Quel est l'objet là, on parle du ministre de l'Outre-mer. Non, mais très bien. Mais est-ce que le plus important, c'est qu'il agisse ou juste qu'il aille se balader? Oui, il peut se balader en allant. C'est l'un ou l'autre, en fait. Non, mais on peut finir juste la phrase. Où étaient les représentants? Où étaient hier les élus? Ils étaient en France, sur l'Hexagone, en France hexagonale. C'est au ministre de se déplacer. Mais parce que c'était la suite. Attendez, sans déconner. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Sans déconner, carrément. Non, mais elle est en train de s'énerver. Non, mais parce qu'en fait, il veut nous faire une vieille politique de le ministre s'occupe d'une campagne, alors qu'en fait, il est pleinement engagé sur sa mission. Je ne vous laisserai pas dire que Sébastien Lecornu ne s'occupe pas des hommes. J'entends la porte-parole de l'REM qui nous dit que c'est une vieille politique, que les ministres chargés de l'outre-mer, alors que la Martinique flambe, alors que la Guadeloupe flambe, restent ici tranquilles parce qu'on peut faire des conf-calls. Non, mais c'est une blague. Ils étaient là hier, les élus. Mais je vous parle du ministre. Que font-ils alors? Alors, Aurélien Lecoq, allez-y, après on prend Babette de Rosière. Que font-ils? Parce qu'effectivement, il y a une situation qui, en Guadeloupe, est dramatique, qui va sans doute au-delà de la question sanitaire. Sans doute que le passage en force du gouvernement, comme partout ailleurs sur la question sanitaire, et qui n'a pas voulu écouter les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens, a mis le feu aux poudres. Mais à un moment, il faut aussi se poser la question de quelle est l'action du gouvernement. Quand effectivement, on est dans un territoire où on a 50% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, qu'on a 60% des jeunes qui n'ont pas de boulot ou qui n'ont pas d'avenir, qu'on a un tiers de la population qui n'a pas l'eau potable, effectivement, on est dans une situation qui est absolument invivable et ça fait des mois, ça fait des années que la situation est dans ce cas-là, mais même sur la question sanitaire, ça fait des mois qu'ils alertent. Il y a un collectif de 30 organisations et syndicats qui s'est créé le 17 juillet et qui depuis des mois fait des manifestations pacifiques, des meetings, et le gouvernement les ignore. Alors effectivement, quand on en arrive à l'explosion sociale qu'on connaît actuellement, là le gouvernement réagit et que fait-il? Au lieu de prendre le sujet à bras-le-corps, de discuter avec eux, il envoie 2200 gendarmes, le GIGN, le RAID. C'est toujours la même chose. Avec Emmanuel Macron, quand on ne sait pas résoudre le problème, on réagit à la matraque. Alors on va prendre en direct Babette de Rosière. Vous savez que Babette de Rosière est née à Pointe-à-Pitre. Bonjour Babette, merci d'être en direct avec nous pour un appel au calme que vous avez envie de lancer parce que vous êtes triste, vous aujourd'hui, quand vous voyez la situation en Guadeloupe. Je suis très triste parce que je suis guadeloupéenne, je connais bien le pays. Et puis, de toute façon, depuis quelque temps, je sillonne les territoires, je rencontre les préfets, je rencontre les présidents des collectivités, je rencontre les hommes politiques. La vaccination, c'est un prétexte. C'est pas ça, justement. C'est ça qui a mis le feu aux poudres, mais c'est un prétexte parce que les territoires d'outre-mer souffrent d'une part de l'éloignement, en plus, ils se sont oubliés, et puis il y a plein de problèmes en outre-mer. Il y a un problème de chômage, il y a plein de problèmes qui se greffent là-dessus et ils ont l'impression de ne pas être entendus. C'est pour ça qu'il y a cette manifestation et de toute façon, il faut vraiment qu'on trouve une solution et la solution passera par le dialogue. Parce que moi, j'ai discuté avec eux. Ils veulent entendre des personnes qui les considèrent, qui leur proposent des solutions. Mais moi, je dis, il faut arrêter cette histoire de violence parce que la violence ne règle rien. Moi, ça me fait de la peine de voir Pointe-à-Pitre, ma ville natale, dans cet état-là. Et en plus, ça joue sur l'économie du pays. Vous savez, on a déjà passé un cap très difficile avec le Covid. Là, rien ne fonctionnait, l'économie était complètement morte. Maintenant que l'économie revient, patatras, on refout un coup dans la fourmilière. Ce n'est pas possible. Il faut, moi je dis à mes compatriotes ultramarins, je les comprends, je connais la situation puisque je le vis avec eux. Au quotidien, je suis à Paris, mais je suis aussi là-bas. Je suis passé là-bas dans toutes les régions des Outre-mer. J'ai discuté avec eux, j'ai fait des appels à la vaccination. Parce que des millions de personnes sont mortes
à cause du Covid. Il ne faut pas entendre que le Covid passe pour mourir. Il faut réagir, puisque le gouvernement n'a pas tort quand il dit qu'il faut se faire vacciner. Mais seulement, je demande au gouvernement de dialoguer avec les Outre-mer, de les mettre autour d'une table. Ce n'est pas la peine de les menacer, parce que ce sont des gens, quand on les menace, ils deviennent des guerriers. Et quand la Guadeloupe est à tête, c'est l'ensemble des Outre-mer qui vont répondre à cette cause-là. Parce que quand on touche à un ultramarin, c'est qu'on a touché à tous les ultramarins. Je connais, c'est mon peuple. Et puis c'est ça que je dis, je leur lance un message de soutien en leur disant que ne cassez pas votre jouet, ne mettez pas le feu, ne pillez pas, ça ne sert à rien du tout, vous démolissez le bijou que vous avez. La Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, tous les Outre-mer, ce sont des bijoux. Vous éloignez le monde de vous et sur l'international, ça fait mauvais effet. Ouais. Donc, patientez. Je pense que le ministre de l'Outre-mer va faire ce qu'il faut, j'espère. J'espère qu'il ira sur le terrain, qu'il va prendre ce dialogue avec vous pour que vous puissiez vous calmer. Voilà. Babette, vous dites plusieurs choses très intéressantes. Déjà, il y a l'appel au calme, hein, bien évidemment, et ça c'est sans doute la chose la plus intéressante. Mais vous avez dit quelque chose qui, moi, m'interpelle sur l'état d'esprit des ultramarins. Vous avez dit, attention, parce que quand on menace ces gens-là, c'est pire. Absolument. Ça devient des guerriers et ils vont enflammer tout l'outre-mer. C'est ça, de toute façon, c'est un creuset en perpétuelle ébullition qui demande qu'à être enflammé. C'est comme la poudre qu'on a semée quand on touche à... Regardez la preuve. Ça a commencé par la Guadeloupe, la Martinique. Moi, j'étais en Guyane. Je suis rentré de Martinique et de Guyane il n'y a pas longtemps. J'ai rencontré tous les hommes politiques, j'ai rencontré les présidents des collectivités. Quand on touche à un Guadeloupéen, c'est qu'on touche à un Martiniquais, un Guyanais, etc. Ça va s'enflammer, ça va être très, très dur. Moi, je les connais, mon peuple. On est comme ça. On n'aime pas qu'on nous menace. Quand on nous menace, on mord. Voilà. Et c'est ça qui va se passer. Il faut calmer le jeu, il faut faire des réunions, il faut les mettre autour d'une table et leur proposer, leur faire de vraies propositions. Ce n'est pas des propositions à l'eau de rose qu'il faut leur faire, parce qu'ils ont trop subi. Il y a le chômage, il y a le chlordécone. Ils ont fait tout un tout avec ça. Ils ont fait un paquet avec ça. Et ça, maintenant, ce paquet-là est sous cocotte minute. Et il faut arrêter, il ne faut pas que la cocotte éclate, parce que si la cocotte éclate, on ne pourra plus les arrêter. Et c'est pour ça que je demande à mes confrères, à mes compatriotes, de se calmer, vraiment, de ne pas casser ce jouet que nous avons. La Guadeloupe, c'est un jouet, la Martinique aussi. Il faut calmer le jeu et il faut écouter, prendre le temps de se mettre autour d'une table et évidemment, parler avec les dirigeants de ce pays pour leur dire quelles sont vos souffrances, parce que c'est un peuple qui souffre. Les peuples ultramarins souffrent de trop. Je parle de ça, je suis très émue parce que ça me fait de la peine de voir mon pays comme ça. Ça me fait de la peine de voir mes Guadeloupéens comme ça. Il faut les aider. Ouais. Ils ont un problème. C'est l'éloignement. Il faut les aider. Et puis, je leur demande aussi de se faire vacciner parce que le vaccin, c'est la vie. On a réglé toutes les pandémies avec les vaccins. Alors, juste Babette, on a bien entendu vos messages. Je voudrais juste, je ne sais pas si vous avez entendu Ludovic Toro qui est avec nous sur ce plateau tout à l'heure qui disait mais où est le ministre des Outre-mer? Il est à Paris alors qu'il devrait être sur place. Ça peut être pris comme... Alors moi, j'ai eu justement le cabinet du ministre. Et justement, le ministre est en train de préparer une cellule de crise et il va certainement se rendre là-bas. Ce n'est pas un ministre qui recule, parce que je suis en permanence en relation avec lui. Il a pris conscience qu'il y a un vrai problème. Il est en train de préparer le terrain et il ira là-bas. Ce n'est pas quelqu'un qui va reculer, il ira là-bas. Et c'est un devoir qu'il a d'aller là-bas. Il ne peut pas rester dans son bureau, il faut qu'il aille sur le terrain. Ça me rappelle Gégo, quand Gégo était en activité, et bien, quand il y a eu des problèmes, il s'est déplacé, il a été sur le terrain. Alors moi, je demande à M. Sébastien Lecornu d'aller sur le terrain. Moi, je suis guadeloupéenne, je ne suis pas du parti de M. Sébastien Lecornu, mais je peux l'accompagner s'il a une crainte, je peux l'accompagner là-bas pour calmer mes compatriotes, parce que c'est mon pays qui m'intéresse. C'est la Guadeloupe qui m'intéresse. Et je n'ai pas envie de voir la Guadeloupe comme ça. L'appel est lancé avec beaucoup d'émotion. Ah oui, c'est beaucoup d'émotion. Merci beaucoup. Merci Babette Desrosières. Merci beaucoup d'avoir lancé cet appel en direct sur CNews avec beaucoup d'émotion. Pierre Gentillet, si on en est là, au fond, on va dire les choses, c'est pas la faute de ce gouvernement. C'est la faute de toutes les années pendant lesquelles personne s'est vraiment occupé de la Guadeloupe, la Martinique et de l'Outre-mer. C'est ça la réalité. Alors, je pense qu'il faut faire une distinction. C'est-à-dire que
moi, je ne voudrais pas qu'on oublie ce qui a mis le feu aux poudres. Mon voisin l'a rappelé, effectivement, les gilets jaunes, au départ, ça part d'une crise des carburants et d'une limitation accessoirement à 80 km/h sur certains départements. Donc aujourd'hui, cette crise a abouti, cette crise, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler, parce que c'est quand même lié à l'obligation vaccinale des soignants au départ. Le départ, mais aujourd'hui on est sorti de ça. Quand vous entendez tous les reportages, vous comprenez que c'est plus ça. Le problème, c'est le prix des matières premières, c'est le coût de la vie, c'est les coupures d'eau. Mais justement, il ne faut pas oublier non plus. Parce que qu'est-ce que ça dit tout ça ? Ça dit, à mon avis, ça témoigne d'un sentiment d'abandon. À chaque fois qu'on parle de ces territoires, c'est soit l'abandon, soit l'imposition. Le fait qu'on envoie le GIGN sur place, pardonnez-moi, c'est une gestion quasi coloniale. Je trouve ça choquant d'envoyer. C'est colonial. Non, mais pardonnez-moi, moi j'y pense. Excusez-moi, quand on dit qu'on envoie le GIGN sur un département, vous pensez, excusez-moi, c'est terrible, quoi. Là, les images qu'on voit, c'est des images de quasi-guerre civile. Enfin, vous avez vu les images avec une voiture qui flamme. Donc il faut les abandonner. Ensuite, non, je peux pas dire ça, absolument pas. Non, mais juste attendez, sur ce point, c'est quasi colonial. C'est important parce que c'est sensible comme sujet quand même. C'est votre analyse, monsieur, excusez-moi, qui est extrêmement désobligeante. Je veux juste qu'on rappelle que oui, les Outre-mer ne sont pas juste à notre portée, mais c'est quand même le bijou de notre nation. Ce sont des territoires extrêmement précieux et nous le savons. Mais est-ce que c'est quasi colonial d'envoyer le GIGN ? Et donc ils sont, comme vous et moi, des Français qui ont droit à être libres et entrer en sécurité. Okay. Le GIGN et le RAID ont été envoyés, monsieur. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des tirs à balles réelles sur les forces de police locales. Vous faites quoi ? Vous les abandonnez, nos forces de... Ah, ça vous dérange. Là, vous me dites... Non, répondez à ce que dit Prisca. Non, mais moi, ce qui me dérange, évidemment que ça me dérange. Attendez, à quel moment... Vous n'allez pas me faire dire que moi... Mais vous venez de le dire juste avant, monsieur. Non, c'est vous qui me faites dire quelque chose que je n'ai pas dit. Je n'approuve évidemment pas les délits, les voitures qui sont... Donc le GIGN, c'est la réponse aux tirs à balles réelles, vous dites ? C'est une image, et que c'est une image choquante de voir qu'on en arrive jusqu'à envoyer le GIGN. On n'est pas dans la réalité, monsieur. On aurait pu. En fait, je parlais de ce qui a mis le feu aux poudres. Oui, on est d'accord. Pourquoi ? Parce qu'en mettant... Exactement. Excusez-moi, je veux revenir sur le point de départ de tout ça. C'est quand même au départ... Oui, mais c'est plus ça. Non, mais excusez-moi. On revient toujours là, mais c'est plus ça aujourd'hui. Et bien justement, il faut repartir du début des choses, prendre les choses dans le bon ordre. Pardonnez-moi, on aurait pu imaginer d'autres méthodes. Pardonnez-moi, on sait aujourd'hui que le vaccin ne protège pas de la circulation. Pourquoi est-ce qu'on ne propose pas aux soignants, aux infirmiers, est-ce qu'on ne leur propose pas simplement, ceux qui ne sont pas vaccinés, de se faire tester ? Oui, mais on va pas faire une règle spéciale pour l'outre-mer. On va pas faire une règle spéciale pour l'outre-mer. Ça tombe bien parce que nous, à la France insoumise, on est pour la gratuité des tests partout. Juste, on parle de la situation en Guadeloupe. On va regarder ce qui s'est passé cette nuit avec des agressions qui se déroulent même aux abords des hôpitaux. Regardez ce reportage. Partout sur les routes, ces barrages filtrent la circulation. Les ambulances ou le personnel soignant y sont même parfois agressés ou menacés. L'agence régionale de santé alerte et dénonce l'inacceptable. Un aide-soignant a été menacé avec un fusil à pompe. Un personnel a été victime d'une tentative de carjacking. Et un médecin a été tenu en joue avec un fusil sur la tempe à la sortie de sa garde aux urgences au niveau d'un barrage. L'ARS s'inquiète également pour les patients qui eux aussi peinent à rejoindre l'hôpital. Beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à franchir les barrages, donc n'arrivent pas à l'hôpital. Il y a du renoncement aux soins. On risque de se retrouver avec des gens qui vont probablement décéder faute de prise en charge parce que la situation les empêche d'arriver dans le principal outil de soins du territoire. Des plaintes sont systématiquement déposées et des poursuites seront engagées, précise l'agence régionale de santé. Aurélien Lecoq, quand on voit cette situation avec des gens qui ne peuvent même plus aller à l'hôpital, finalement, on comprend que l'État décide d'envoyer des forces de l'ordre aussi pour rétablir le calme. Mais peut-être que l'État aurait pu anticiper le problème un petit peu avant. Non, mais aujourd'hui, sur l'envoi des forces de l'ordre. Eh bien, aujourd'hui, il y a une urgence. Ouvrez la discussion. Ouvrez les négociations, apportez des solutions parce que je suis d'accord, oui, il y a une politique, il y a une situation aujourd'hui qui est très inflammable, qui est très éruptive, où il y a beaucoup de problèmes, d'accord. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens là-bas qui n'ont pas d'eau courante. Donc on peut comprendre aussi leur colère. Et donc il y a un moment, il faut prendre des mesures. Donc oui, il faut bloquer les prix. Oui, il faut faire en sorte que ces gens puissent avoir de l'argent et vivre dignement. Oui, il faut créer de l'emploi pour que les gens aient un boulot. Mais vous comprenez qu'on envoie les forces de l'ordre. Prenons les mesures. Vous comprenez qu'on envoie les forces de l'ordre. Je pense que c'est un très mauvais signal. Et je pense que ça ne va pas régler la situation. Et c'est pas moi, c'est même pas moi qui le dis. C'est même pas moi qui le dis. Il y a des gens qui sont malades. Votre intervenante guadeloupéenne, juste avant, Babette de Rosière, a expliqué que si on y allait
en réprimant. Si on rentrait dans le problème, mais il faut laisser l'accès aux hôpitaux quand même. C'est la base. Bien Je sûr, suis assez d'accord avec elle, mais juste un hôpital, il faut laisser l'accès aux hôpitaux. Franchement, Monsieur Morandini, évidemment, il faut laisser l'accès aux hôpitaux, on est d'accord. Et par ailleurs, après, si on veut des routes, on s'en fout, mais on laisse passer les gens qui vont à l'hôpital. Si on veut que les hôpitaux fonctionnent bien, il faudrait peut-être éviter de mettre à pied. Ludovic Toro, qui est médecin en plus, Je peux vous dire une chose, c'est que ça va paraître un peu niais ce que je veux dire, mais il faut faire les deux. C'est-à-dire que, il faut laisser l'accès aux gens, la santé et ça. Et deuxième chose, alors vous avez raison, la situation ne s'est pas améliorée dans ce quinquennat, c'est clair, vous l'avez vu sur les chiffres, on n'a pas encore anticipé, ça revient aussi du passé, c'est pas que ce gouvernement-là, mais ce gouvernement n'a pas amélioré les choses à un niveau de la Guadeloupe, sur le taux de chômage, sur l'eau, qui est quand même quelque chose d'indispensable. Si, on a fait des choses. Alors, ça, je parle des filles. Vous savez, il y a ce qu'on dit, ce qu'on fait, et la réalité, ce que vivent les gens. Aujourd'hui, les Guadeloupéens, la Babette Lerosière a dit, ils souffrent. Ils sont en souffrance, pas depuis hier, pas depuis la crise de Covid, depuis très longtemps, et on n'a pas réussi à anticiper. Moi, je pense qu'il faut faire, c'est rétablir l'ordre. Ça, on ne peut pas le dire. D'ailleurs, pour donner la liberté aux autres, il faut rétablir l'ordre et pas boucher les routes. Mais d'autre part, il faut des réponses rapides. On connaît les problèmes. Ils sont, le chômage, 2, l'eau, et puis je ne parle pas du pesticide, parce que là, il a été diffusé partout, et on ne pourra pas le récupérer. Juste sur les problèmes, je voudrais qu'on revoie, c'était pas prévu à ce moment-là, mais on a montré tout à l'heure un extrait d'un sujet de TF1 hier soir, qui parlait des vrais problèmes de la Guadeloupe et de l'outre-mer, ça dure 40 secondes. Vous allez voir, et je crois que tout est résumé dans ce petit reportage. Toute l'administration de l'île est remise en cause par les manifestants. Coupure d'eau, problème d'électricité, augmentation aux charges, etc. Nous voulons un mouvement d'ampleur et un mouvement qui oblige l'État à s'asseoir à une table, non pas pour parler, mais pour négocier. Pour eux, la vie est devenue trop chère. Un des symboles, cette bouteille de gaz. Ici, elle se vend 28,90 €, 10 € d'augmentation sur les 2 dernières années. C'est tous les mois, il faut acheter une bouteille de gaz. Donc c'est vrai que c'est un coût au niveau du porte-monnaie. Le prix des produits alimentaires, souvent importés, est également bien supérieur à celui de métropole. Ce beurre, vendu 2,40 €, en vaut 1,79 € dans l'Hexagone. Le coût global de la vie est plus élevé de 12,5% selon l'INSEE, et de l'avis de tout le monde, les salaires ne suivent pas. Voilà, et il est bien ce reportage parce qu'on voit la réalité, on voit la vérité des choses. Honnêtement, si c'était pas si loin, la Guadeloupe, on serait allé faire une émission là-bas aussi. Parce que franchement, c'est cette réalité qu'il faut voir presque. Mais c'est exactement ça. Encore une fois, il ne s'agit pas ici de dire c'est de la faute à toute faute. Il y a des gens qui sont en souffrance et c'est plutôt de ça dont il faut parler. Il faut trouver des solutions ensemble sur ces sujets-là et bien évidemment débattre. C'est extrêmement important. Ce que je veux rappeler, c'est sur le sujet de l'eau parce que ça revient beaucoup. Ouais. Et oui, l'accès à l'eau, ça paraît tellement simple pour nous en métropole, mais en réalité, c'est compliqué pour la Guadeloupe. Ça a été compliqué pendant très longtemps. Et loin de moi l'idée de jeter l'opprobre sur les politiques locales, mais c'est une compétence locale. Et donc, c'est la raison pour laquelle Sébastien Lecornu a proposé non pas de faire de l'ingérence, mais d'accompagner sur ce sujet. Enfin, 90 millions ont été mis sur la réparation des fuites. On parle quand même juste de fuites, mais c'était extrêmement important. Mais également la mise en place d'un syndicat unique. Et enfin, il y avait aussi 90 millions pour aussi de la subvention globale pour le réseau en tant que tel. Est-ce que tout est résolu en une année, en quelques mois, en quelques semaines? Non. Mais enfin, des actes forts ont été mis en place. Sur le sujet de la santé, c'est la même chose. Vous le savez très bien, le Ségur de la santé a été mis en place en Hexagone. Il est bien évidemment mis en place en Guadeloupe. C'est 154 millions d'euros. Sur le CHU de Pointe-à-Pitre, c'est aussi 580 millions d'euros qui sont mis en place. Sur les politiques de rénovation antisismique, c'est aussi mis en place. Donc, encore une fois, l'objet n'est pas de dire que tout va bien et tout est parfait. La preuve, on le constate. Mais de dire que rien n'a été fait par le ministre des Outre-mer, ce n'est pas entendable. Juste 30 secondes, Aurélien. Est-ce que vous êtes pour le blocage des prix? Le blocage des prix juste en Guadeloupe, c'est ça? Nous, avec Jean-Luc Mélenchon, on est pour le blocage des prix partout en France. Mais au moins en Guadeloupe. Mais là, au moins en Guadeloupe, dans la situation qu'on constate ici, où les gens disent c'est trop cher, bloquer les prix, ça prend même pas 24 heures. On signe un décret. Mais vous bloquez quel prix? Les prix des biens de consommation. Par exemple, le prix de la bouteille de gaz du monsieur. Ouais. Commençons par celui-là, le prix de la bouteille de gaz. Très bien, les mesures qui ont été mises en place justement sur la politique de lutte contre l'inflation et les politiques de protection du pouvoir d'achat sur la crise de l'énergie. Oui, mais vous ne bloquez pas les prix. Les prix vont continuer à augmenter. Mais l'idée de bloquer les prix sur les produits de première nécessité, par exemple, c'est peut-être à retenir. Donc que en Guadeloupe et pas sur le reste. Avec Jean-Luc Mélenchon, on demande le blocage. On va faire une pause, on va se retrouver dans un instant. On va parler du Covid-19 avec du relâchement en France, de Jean Castex qui est positif. Et puis n'oubliez pas les 12 dernières minutes. On reviendra sur Jean-Pierre Pernaut qui a annoncé
annoncé hier qu'il avait un deuxième cancer, un cancer du poumon. Sa femme, Nathalie Marquet, sera avec nous, ainsi que le professeur Kayat. Vous restez avec nous, on est en direct. À tout de suite sur CNews. Il est 11h28, merci de nous retrouver. On est en direct sur CNews et on va parler de la vaccination avec la vaccination. Alors, c'est intéressant parce qu'on va s'arrêter sur Israël pour commencer. Parce qu'en Israël, hier soir a commencé la vaccination des 5-11 ans. On est en direct avec le docteur Martine Pérez. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en direct d'Israël. C'est vrai qu'on avait envie de comprendre ce qui se passe en Israël. Pourquoi les 5-11 ans sont vaccinés alors que clairement, c'est une population qui n'a quasiment aucun risque? Alors, c'est pas aussi vrai que ça, parce que hier, j'ai parlé longuement au professeur Cyril Cohen pour lui demander pourquoi les enfants étaient vaccinés. Je lui demandais est-ce que c'est pour protéger les personnes plus âgées. Il m'a dit mais pas du tout, l'objectif c'est une protection pour les enfants eux-mêmes. On a quand même, d'après ces chiffres, en Israël, un enfant sur 200 qui aurait une forme, qui serait hospitalisé, 1 sur 900 qui aurait une forme sévère, et puis il y a aussi des syndromes graves, vous savez, qui stimulent toute l'immunité avec des complications. Donc l'objectif de la vaccination pour les 5-12 ans, c'est de les protéger eux-mêmes. Et vous savez qu'aux États-Unis, il y a 3 millions d'enfants qui ont déjà été vaccinés, et avec peu d'effets secondaires apparemment, donc c'est très bien toléré. D'ailleurs hier j'ai assisté dans la rue, il y a des centres de vaccination dans la rue et j'ai vu des clowns, des fées qui dansaient autour d'enfants. Et en fait, ces enfants venaient se faire vacciner dans un cadre assez festif. Ils étaient amenés par leurs parents. Alors tout cela se passe sur la base du volontariat. Il est hors de question d'imposer la vaccination aux enfants et aux parents, bien sûr. Il est hors de question aussi qu'il y ait des passes sanitaires pour les enfants. Tout ça se passe sur la base du volontariat. L'expérience américaine en la matière est plutôt rassurante, puisque comme je vous l'ai dit au début, eh bien, il y a 3 millions d'enfants américains qui ont été vaccinés avec peu d'effets secondaires et pas de problème jusqu'à présent. Docteur Martine Pérez, puisque vous êtes en Israël, donc vous parlez avec les gens, vous parlez avec la population, comment c'est perçu par la population justement cette vaccination des 5-11 ans? Écoutez, franchement, d'abord, j'en ai pas beaucoup parlé, honnêtement, mais j'ai pas l'impression que ça pose de problème parce que c'est vrai que l'absence de contraintes fait que les gens ont quand même le choix pour leurs enfants, qu'il y a quand même un certain recul et que, vous savez, le mouvement anti-vax en Israël est beaucoup moins puissant qu'en France. Et donc, pour les gens, se faire vacciner 1 dose, 2 doses, 3 doses, ça ne fait pas un pli, même s'il y a certaines communautés qui sont plus réticentes que d'autres. Donc, c'est pas un enjeu. Les femmes enceintes juste, docteur, c'est pas forcément un mouvement anti-vax, c'est plutôt un mouvement de gens qui peuvent se questionner. Honnêtement, moi, je suis pas du tout anti-vax et pour la vaccination, mais c'est vrai que si demain on me dit les 5-11 ans, il faut les vacciner, honnêtement, je me poserai beaucoup de questions. Mais je suis pas anti-vax. Enfin, je pense qu'il faut pas tout mélanger non plus. C'est pas parce qu'on s'interroge sur la vaccination des 5-11 ans qu'on est anti-vax, y compris pour la vaccination des moins de 18 ans, par exemple. C'est des questions qu'il faut se poser parce que quel est le rapport entre le risque couru par cette population et le vaccin? Non, mais vous avez entièrement raison. Il faut se poser toutes les questions et toutes les bonnes questions. Moi, je ne sais pas si, ayant un enfant, je suis parfaitement favorable à la vaccination, comme vous le savez, si ça peut nous libérer. Et bien sûr, on a une énorme expérience, puisque déjà, il y a des centaines de millions d'adultes qui ont bénéficié des vaccins dans le monde sans catastrophe. Maintenant, pour les 5-11 ans, je comprends que les parents se posent des questions. C'est pour ça que tout cela est fait avec beaucoup... on laisse beaucoup de marge aux parents pour apprécier leurs souhaits, leurs désirs, leurs volontés. Mais je n'ai pas le sentiment, quand j'ai regardé un peu les journaux, qu'il y a un énorme débat autour de ça. Pour l'instant, en Israël, il y a 3000 enfants qui ont été vaccinés. Vous voyez, c'est beaucoup moins que ce qui s'est fait aux États-Unis. On va bien sûr suivre ce qui se passe. Je pense que les experts sont aussi dans l'expectative. Il n'y a absolument aucune contrainte. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de contrainte, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de débats aussi. On va bien voir ce que ça donne. Effectivement. Merci beaucoup, docteur Martine Pérez, en direct d'Israël. Merci pour cet éclairage. Aurélien Lecoq, vous vouliez intervenir? Non, simplement, je voulais simplement relever, elle l'a redit à la fin, ce qui est relativement intéressant, de dire, vous voyez, quand il n'y a pas de contrainte, il
il n'y a pas de débat, il n'y a pas de blocage, et du coup, ça peut avancer de manière beaucoup plus logique et sereine. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire aujourd'hui pour la vaccination de manière générale en France. Je pense que si on n'est pas sur un régime de contrainte, si on est sur le régime de la conviction, et y compris de la liberté de chacun, et tout simplement on avance mieux et on va plus loin dans la vaccination que lorsqu'on essaye de tordre le bras aux gens, y compris comme c'est le cas avec le pass sanitaire aujourd'hui. Le gouvernement maintenant, c'est marrant. Je suis pas sûr. Non, pas du tout. Je viens de Parce qu'on n'est pas dans la contrainte, on est dans la le pass sanitaire. Ça marche. On est dans la contrainte masquée. Non, mais c'est on est dans la contrainte masquée. Mais non, il y a quand même des manifestations anti-pass sanitaire. 30 secondes, docteur Ludovic Toro, je suis désolé parce qu'on est la là. vaccination des 5-11 ans, les États-Unis ont commencé très tôt parce qu'en fait, ils ont très peu de vaccinés. Et l'Israël le fait maintenant, en fait, c'est pour bloquer la chaîne de contamination. C'est ça la vraie raison, d'accord. Mais sachez encore, on a peut-être parlé de la 3e dose, faites vite, libérez le gouvernement cette 3e dose, je vous le dis vraiment. Tous les médecins le disent. Oui, mais libérer la 3e dose et ça se fait pas, c'est bizarre. Il faut le faire parce que je vous assure, le taux d'anticorps se casse la figure. Et on va se retrouver de plus en plus, et c'est ce qu'on voit dans les hôpitaux, des gens vaccinés maintenant qui sont hospitalisés parce que leur taux d'anticorps a diminué. S'il vous plaît, lâchez cela très rapidement, vous pouvez le faire, cette 3e dose à tout le monde. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été avec nous. On va continuer à parler médecine puisque dans un instant, on va vous parler de Jean-Pierre Pernaut, vous le savez, le présentateur vedette de TF1, a annoncé hier dans un message vidéo sur Twitter qu'il était atteint d'un nouveau cancer. C'est cette fois un cancer des poumons. On va en parler dans un instant avec sa femme Nathalie Marquet-Pernaut et puis le professeur Kayat qui sera également avec nous sur ce plateau. Auparavant, regardez le message justement qu'a laissé sur Twitter hier Jean-Pierre Pernaut pour faire cette annonce. Bonsoir, juste un petit message pour remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages d'encouragement cet après-midi. Et oui, il y a eu une fuite annonçant dans les médias que je souffrais d'un cancer du poumon. C'est vrai, j'ai appris cette maladie au mois de mai dernier. J'ai subi une première opération début juillet, un traitement qui continue depuis quelques semaines. J'attendais un petit peu pour en parler. Aujourd'hui, je suis très pris. Je n'ai pas pu accompagner Nathalie qui en a parlé chez Cyril Hanouna pour confirmer cette information. Et si j'en parle, d'abord, c'est parce qu'il ne faut pas avoir peur du cancer. J'en ai déjà eu un, la prostate, vous le savez. J'en ai parlé pour essayer d'améliorer la prévention. Même chose pour le poumon. J'ai cru que ça ne pouvait arriver qu'aux autres. Pendant des années et des années, on m'a dit d'arrêter de fumer. J'y ai pas cru, j'aurais dû arrêter. Voilà, je vous tiendrai au courant. Tout va bien pour l'instant. On surveille, tout est sous contrôle. Salut et merci à vous. En direct avec nous pour les 12 dernières minutes, Nathalie Marquet-Pernaut, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Professeur David Kayat, bonjour. Cancérologue, et vous avez d'ailleurs publié un livre qui s'appelle « Prévenir et soigner le cancer pour les nuls ». Ça tombe bien, et c'est aux éditions First. Nathalie, on a d'abord envie de savoir comment va Jean-Pierre. Comme vous le voyez, vous l'avez vu sur la vidéo, il va bien, il se bat. Bon, il y a des hauts et des bas, c'est normal, c'est pas un petit cancer. Mais il a beaucoup de force et puis il continue à faire ses petites choses, son petit travail. Ça l'empêche pas. Donc, c'est clair qu'il se lève pas à 6h du matin. Mais non, il va bien. Si, je vous ai vu chez Cyril hier soir et si j'ai bien compris, donc en fait, il a subi une première opération, c'est ça, oui, de ce cancer du poumon. Au mois de juillet, pendant 3 semaines, il était à l'hôpital Pompidou où on a fait l'opération. Donc on a enlevé la moitié d'un de ses poumons. Et puis là, au mois de septembre, ça a affecté... On avait un petit doute déjà de l'autre côté, mais c'était tout petit. Mais là, je pense, dû à l'opération, ça a dû un peu enflammer de l'autre côté. Donc ça a été à 3,5 cm. Donc le cancer était un peu plus gros de ce côté-là. Et là, malheureusement, on ne peut pas opérer parce que c'est une opération beaucoup trop lourde pour lui. Donc on a commencé la radiothérapie. D'accord. Et en janvier, ça fait un peu long là, en janvier, on fait un PET scan pour savoir où ça en est. Parce que c'est vrai, quand vous faites la radiothérapie, là, il a fait 5-6 séances, ça met du temps à agir. Et donc, il faut après attendre. Et donc, en janvier, on saura s'il faut continuer, si c'est un autre traitement, s'il y a de la chimio ou si c'est guéri. Pourquoi pas ? Quand on regardait ce message là qu'on est en train de voir sur Twitter de Jean-Pierre, et quand il disait on m'a dit pendant longtemps d'arrêter de fumer, je vous ai vu soupirer. Oui, ça fait très longtemps. Déjà, son frère, qui était médecin, qui est mort aussi d'un cancer du foie, l'engueulait tout le temps. Et... depuis, ça fait déjà 10 ans qu'il toussait beaucoup. Et je dis, mais tu sais, tu devrais arrêter de fumer, Et je le comprends parce que moi-même, j'ai honte à le dire, mais je suis fumeuse. Mais, ça vous calme pas, ça ? En ce moment, j'ai tout sur les épaules quand même. Les enfants à gérer, la
presse à gérer. Voilà. Enfin, on cherche de toute façon, on cherche toujours des excuses. Donc c'est voilà, n'est-ce pas, professeur? Donc non, mais évidemment. Ça fait réfléchir quand même. Oui, non, mais évidemment que je vais arrêter aussi, rien que pour mes enfants déjà. Professeur Kayat, ce cancer du poumon, c'est quoi exactement? C'est ce qu'on appelle le cancer du fumeur, parce que 80% des cancers du poumon surviennent chez des fumeurs, même si, la vérité, il faut la dire, même si seulement 8% des fumeurs vont développer un cancer du poumon. Mais 80% des cancers du poumon surviennent chez les fumeurs. D'autant plus que vous fumez depuis plus longtemps, d'autant plus que vous fumez plus. Et arrêtons de penser que la chicha, que le cannabis, non, tout ce qui est une substance organique comme des feuilles de n'importe quoi, de cannabis ou de tabac qu'on brûle, cette fumée qui est issue de la combustion contient des substances cancérigènes, environ 80, qui sont responsables du cancer du poumon. C'est un cancer qui... Il y a des choses très intéressantes, parce que d'une part, c'est un cancer qui, chez l'homme, ne cesse de diminuer depuis 20 ans. Et la mortalité par cancer du poumon ne cesse de diminuer depuis 20 ans. Chez l'homme. Mais chez la femme, c'est énorme. Dans les 10 dernières années, il y a eu une augmentation mais catastrophique du cancer du poumon chez les femmes. Comment ça s'explique? Alors, pas les femmes qui sont nées après 70, parce qu'elles sont nées dans un environnement moins propice au tabac. On avait déjà des actions anti-tabac. Mais celles quand elles ont eu 25 ans, si vous voulez. Mais celles qui sont nées avant, c'était la libération, machin, elles ont beaucoup fumé, elles ont rattrapé les hommes. Alors, Nathalie, je vois lever la main quand... c'est ça, c'est typique, c'est la génération... En 67, oui. Voilà, c'est la génération, juste comme ça. C'était rattraper les hommes, en fait? C'est ça aussi? C'était un peu faire comme... Ah, mais moi, non, moi, c'est surtout pour moi, je vais pas faire comme tout le monde. Mais non, mais c'est vrai qu'au démarrage, on n'avait pas... On savait pas, on savait pas tout ça. Et c'est vrai que j'étais jeune. En plus, j'ai commencé jeune, je devais avoir 15 ans et on voulait frimer. À l'époque, c'était pour frimer avec les camarades. Liberté, voilà, exactement. La modernité, etc. Quelle connerie. Et alors, la bonne nouvelle, parce qu'il faut en donner quand même, en plus de démystifier cette maladie, c'est qu'on n'a jamais autant guéri du cancer du poumon qu'aujourd'hui, parce qu'il est sorti quelque chose il est sorti plusieurs choses, notamment ce qu'on appelle l'immunothérapie. C'est-à-dire, au lieu de faire on fait de la chimio avec de l'immuno, mais cette immunothérapie qui consiste à donner des stimulants du système immunitaire au malade pour que lui-même aille détruire son cancer, c'est d'une efficacité dans le cancer du poumon que je n'avais, en 45 ans d'expérience, jamais vue. J'ai des malades atteints de cancer du poumon avec des métastases partout, qui normalement auraient eu une survie de 6 à 8 mois, qui aujourd'hui sont guéris depuis 3-4 ans sans aucun traitement. En plus, sur la radiothérapie dont vous avez parlé, vous avez dit j'ai fait 4-5 séances de radiothérapie pour détruire la tumeur. Il y a encore 7-8 ans, c'était 7-8 semaines de radiothérapie. Oui. Maintenant, on a des nouvelles machines qui irradient d'une manière tellement précise qu'on peut mettre des doses très fortes qui font qu'en 4-5 séances, on a tout détruit. Mais pourquoi il y a des fois, alors moi je ne suis pas du tout médecin, mais je me pose la question, par exemple, pourquoi quand il a eu une première fois sur un des poumons, là on opère, on enlève une partie du poumon, et pourquoi on ne fait pas sur la deuxième? Alors, vous savez, vous, Nathalie? Oui, enfin moi je voulais absolument qu'il soit opéré, parce que tout d'abord, quand on lui a diagnostiqué le cancer, on lui a dit qu'il n'était pas opérable. On lui a dit qu'il n'était pas opérable? Oui, qu'il n'était pas opérable et qu'il fallait faire directement de la radiothérapie. Et là, je me suis dit, ah non, Jean-Pierre, tu vas pas faire directement de la radiothérapie. On va demander un autre avis d'un autre hôpital, parce que moi, je veux absolument que tu te fasses opérer, parce que quand on opère, on peut analyser, et déjà analyser ce que c'est comme cancer. Parce que si vous faites de la radiothérapie, vous ne savez pas ce que c'est comme cancer, donc si ça se propage, c'est pas évident. Donc là, à l'hôpital Pompidou, ce qui est extraordinaire, ils ont réussi à lui retirer donc la moitié d'un poumon et les ganglions, qui peut aussi empêcher les métastases. Mais ça m'interpelle de savoir, dans un hôpital, on vous dit c'est pas opérable, et dans l'autre, on vous dit c'est opérable. Donc, heureusement qu'il m'a écouté, parce que moi, je me suis battue. Professeur, c'est étonnant ça quand même. C'est pour ça l'intérêt, la France a cette particularité extraordinaire, c'est qu'on a le droit de demander un deuxième avis. Mais c'est un peu c'est un peu dommage pour la personne qui n'ose pas demander un deuxième avis. J'ai un message. J'ai un message à dire aux gens qui sont atteints d'un cancer. C'est vrai que Jean-Pierre, au début, il me dit mais non, si je suis pas opérable, je suis pas opérable. J'ai tendance à faire confiance à mes médecins. Et j'ai dit, écoute, je suis désolée Jean-Pierre, c'est pas un petit rhume que tu as. Donc moi, je veux absolument un autre avis. Et de toute façon, tu n'as pas le choix. Donc moi, je vais prendre tout ton dossier et je vais le ramener à l'hôpital Pompidou pour avoir... Ça ne coûte rien de demander un deuxième avis. Et là, eux, ils m'ont dit, bien, c'est compliqué, mais c'est opérable. C'est troublant, ça, professeur, quand même, de se dire qu'il n'y a pas des critères pour ça. Parce que moi, je dois avouer, je serais un peu comme Jean-Pierre, j'aurais dit, oui, je fais confiance aux médecins. Parce qu'on est fatigué, on n'a pas envie de faire d'autres examens et tout ça, mais il faut oser aller voir d'autres médecins. On ne connaît pas cette maladie. C'est pour ça que l'intérêt de la vulgariser, ce que vous êtes en train de faire et ce que fait M. Pernaut, c'est d'en parler, parce que le malade est saisi par la peur.
quand on lui annonce un cancer. Et du coup, il devient, il se laisse faire. Mais le premier centre dans lequel il était n'était pas un centre expert de cancer du poumon. Dès qu'on passe dans un centre expert, on va avoir un avis beaucoup plus pertinent, beaucoup plus performant. Et c'est ce qui s'est passé, puisque vous m'avez raconté toute l'histoire. Donc, non, mais surtout, il fallait faire cette chirurgie, parce que cette chirurgie, elle est la condition primordiale pour espérer guérir. Ça veut dire plus la chirurgie que la radiothérapie ? Ah oui, vraiment, s'il faut. De la chirurgie, de la radiothérapie, de la chimio, de l'immuno. On vainc le cancer comme on le vainc aujourd'hui, puisque 65% des malades aujourd'hui, globalement, sont guéris en France de leur cancer, parce qu'on utilise toutes les armes. Et c'est toute la complexité. C'est que si vous faites la radio avant la chimio après la chirurgie, il faut savoir maîtriser tout ça, d'où l'importance de ces centres experts. Quand on a fait le plan cancer avec Chirac, on a décidé de concentrer quand même un peu les cas dans des services qui ont une compétence et une expérience nécessaire pour aller vers ce qu'il y a de mieux pour chaque malade. Le cancer, vous, hélas, dans votre famille, c'est quelque chose qui est très présent, Nathalie. Oui, moi déjà en 98, avec une leucémie, pareil, on ne me donnait pas un mois à vivre. Donc moi j'ai toujours eu un moral d'acier, et puis je me suis dit c'est pas cette saloperie qui va m'enlever, donc je me suis battue et j'étais bien entourée, donc c'est important, c'est l'entourage. Et puis Jean-Pierre la prostate en 2018, guéri en 2019, donc voilà, c'est pour ça le mot cancer, faut pas que ce soit tabou, parce que c'est pour ça que vous en parlez aussi, parce que les gens se demandent pourquoi vous en parlez. C'est aussi pour briser le tabou. Ça fait longtemps. Et c'est ce que fait le professeur aussi. C'est pour ça que c'était bien de vous avoir tous les deux sur le plateau. Ça fait longtemps que je me bats. J'avais écrit aussi un livre en 2004 sur le cancer en face, et au début mon éditeur il me disait non, ça va pas se vendre si tu mets cancer sur ton livre. J'ai dit je m'en fous, je veux que le message passe, et ça doit pas être tabou le mot cancer. C'est pas parce qu'on a un cancer qu'on va mourir, et c'est pas une maladie honteuse, et au contraire, mieux on donne un nom sur le cancer, mieux on va le guérir, parce que voilà, après quand on est malade on a autre chose à penser, à faire tous les examens, et c'est déjà assez compliqué, donc il faut pas mentir à son entourage pour être bien entouré, et puis pour préparer aussi son entourage, voilà. Donc moi je trouve que c'est primordial, et ça doit pas être tabou. Quand on me dit qu'il est mort d'une longue maladie, ça c'est terrible. Je trouve qu'il y a rien hystérique. En 2021, bientôt 22, c'est fou. Mais le problème, c'est que comme les gens ne comprennent pas du tout cette maladie, comment on enlève une boule dans le sein et 3 ans après, il y a une métastase dans le foie. Les gens ne comprennent pas. Il y a plein de noirceurs, de mythes autour de cette maladie. Il faut pas manger du sucre. Enfin, toutes les semaines, il y a quelque chose de nouveau. Et donc, il faut absolument que les gens comprennent mieux cette maladie pour ne plus en avoir peur. On guérit du cancer aujourd'hui. On guérit beaucoup du cancer. Et la preuve, Nathalie. Voilà. La preuve, Nathalie. Je vais vous donner un chiffre simple. En 20 ans, le nombre de cancers a pratiquement doublé. La mortalité est restée stable. Elle n'a pas changé. Preuve qu'on guérit de plus en plus le cancer. L'espérance de vie ou le nombre de guéris, quel que soit le critère qu'on va prendre, ne cesse de s'améliorer. Mais pourquoi ça reste tabou ? Pourquoi on continue ? Et Nathalie a raison. Quand elle dit, on dit il est mort d'une longue maladie, comme si c'était une maladie honteuse qu'on attrapait en faisant quelque chose de... C'est la société qui est responsable. Moi, combien de fois, depuis 45 ans, je vois des femmes que leur mari abandonne parce qu'ils ont peur. Combien de fois je vois des gens qui perdent leur emploi parce que leur patron a peur qu'ils s'absentent, qu'ils soient moins performants. Donc les gens ont peur du regard de la société plus que tout. Et ça, il faudrait que ça change. On avait fait, vous vous rappelez, la campagne des héros ordinaires pour dire arrêtez de stigmatiser les malades du cancer. Il y en a autour de vous, il y en a à la télé, il y en a partout. Bon, mais malheureusement, on ne le fait pas assez, ça, aujourd'hui, pour démystifier cette maladie, enlever le tabou et permettre aux gens, d'ailleurs, de rentrer davantage dans le combat contre la maladie quand ils sont touchés, ou l'entourage de les accompagner. Mais quand la peur est là, la peur, elle fait perdre des moyens. Elle fait désespérer les gens. Et ça, c'est malheureusement quelque chose de catastrophique et propre aux pays latins. Si vous voyez en Angleterre ou dans les pays scandinaves, comment on parle du cancer avec le malade, des métastases, tout ça. Moi, j'ai vu aux États-Unis. Mais en France, là, on ne peut pas aborder tous ces sujets. Et comment on tient moralement, Nathalie ? Parce qu'on se pose aussi la question, parce que c'est vrai que c'est pas simple, surtout qu'il sort, Jean-Pierre, d'un cancer de la prostate. Comment on tient moralement ? Moi, je me dis qu'on n'a pas le choix. On pleure un bon coup au début, et puis on fonce, quoi. On fait confiance à la médecine. Et puis c'est vrai que la médecine a fait d'énormes progrès. Donc, c'est un point fort, le moral, quand même, professeur. Fondamental. Fondamental, ce qui m'a sauvé la vie aussi. Fondamental. Vous ne pouvez pas guérir si vous n'avez pas le moral et l'envie de guérir. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. D'abord parce que vous n'allez pas avoir la force de vous battre, et c'est des traitements éprouvants, la chirurgie, les rayons, la chimio, déjà. Mais en plus, quand le médecin va voir dans votre regard que vous n'avez pas l'envie de vaincre, inconsciemment, il va baisser son ambition lui-même. Il va baisser les doses, il va baisser l'intensité du traitement parce qu'il voit que vous ne tiendrez pas le coup. Mais après, il faut aider la famille. Il faut que la famille aide. Mais la famille, elle prend un coup aussi. Oui, on le dit. Très attention. Parce qu'il faut dire les choses. Évidemment. La famille, elle prend un coup quand vous apprenez que vous avez un cancer. Oui, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'il faut
il faut voir le côté positif. Les enfants doivent être positifs, tout le monde doit être positif, même si c'est lourd sur nos épaules. Et ça ne veut pas dire qu'il va mourir. Donc moi, j'y crois à fond. Il a déjà gagné contre le cancer de la prostate, le premier cancer du poumon. Donc pourquoi pas le deuxième? On en est convaincu. Voilà. On en est convaincu. En tout cas, vous l'embrassez pour nous. Et merci beaucoup, Nathalie. Et merci d'être venue. Merci, professeur David Caillatte. Prévenir et soigner le cancer pour les nuls. On le voit à l'écran. C'est votre livre. Merci à tous les deux d'être venus. Puis bon courage à tous ceux qui nous regardent et qui sont aussi touchés par le cancer. Parce qu'il y en a parmi ceux qui nous regardent. Alors bon courage à vous et tenez bon. Merci. À demain en direct de Lyon. À demain.